Ça y est, le mois de janvier est terminé, c'était froid, dur et éprouvant, je sais, mais heureusement il y a le cinéma pour nous réchauffer le cœur. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé au juste pendant ce mois de janvier? Eh bien, on va voir ça ensemble. Et on commence avec une sortie Netflix qui a plutôt été appréciée des gens, il s'agit de The Pale Blue Eye, film réalisé par Scott Cooper, le mec derrière Les Corrects mais sans plus Strictly Criminal, qui est pas facile à prononcer, ou encore Les Brasiers de la Colère. Il a aussi réalisé Hostile, un néo-western plutôt encensé par les critiques, mais que je n'ai toujours pas vu. Parce que tout ce qui est western et compagnie, bah c'est pas forcément mon kiff. Bref, revenons à ce Pale Blue Eye qui met en scène en protagonistes principaux Christian Bale, que l'on ne présente plus, et Harry Melling, qui est surtout connu pour avoir joué Dudley dans les Harry Potter. Et en second couteau, on a aussi de beaux noms comme Robert Duvall, qui a entre autres interprété dans Apocalypse Now le lieutenant-colonel Kilgore, qui adore l'odeur du napalm le matin, Gillian Anderson, la cultissime Scully dans X-Files, et il y a même Charlotte Gainsbourg qui passe par là, comme ça, mine de rien, dans un rôle tout à fait secondaire, voire anecdotique. Et du coup, l'histoire, c'est tout simple, on est en 1830 dans la fameuse école militaire américaine de West Point, et là, on retrouve un des élèves pendu. Sauf que c'est pas vraiment un suicide, donc on dépêche un commissaire bourru et ténébreux au passé mystérieux, joué par Christian Bale, évidemment, pour résoudre ce meurtre. Meurtre qui se fait de plus en plus mystérieux quand, alors que le corps du pendu est laissé sans surveillance, quelqu'un lui vole son cœur, comme ça, avec un petit coup de scalpel propre et net. L'enquête va donc s'orienter vers un côté un peu mystique, ce qui n'est pas pour me déplaire, où il sera par exemple question de sorcellerie et culte satanique. Et l'inspecteur, face à tout ça, aura le droit au soutien inattendu de Edgar Allan Poe. Et oui, Edgar Allan Poe, l'écrivain qui est un des pionniers de la littérature gothique. Et cet Edgar Allan Poe, pas encore romancier mais un peu poète quand même, sera en fait un des élèves de l'école militaire. Et ça c'est plutôt rigolo parce que du coup le film fait pas mal référence à l'œuvre de l'écrivain, si bien qu'au bout d'un moment, on croit que ce film est une sorte de biopic habilement camouflé. Bon, sauf que non, Edgar Allan Poe n'a jamais vécu les événements qui se déroulent dans le film, et d'ailleurs il a été viré de West Point après seulement quelques mois, ce qui fait que tout ça n'est bien entendu que pure fiction. Et c'était filou de faire ça un peu, et j'aime bien. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est l'atmosphère qui se dégage de ce film. La photographie est très froide, la couleur tend vers le bleuté, il y a de la neige, du brouillard, beaucoup de belles scènes nocturnes, l'enquête est plutôt prometteuse, et puis surtout ce duo entre l'inspecteur et Edgar Allan Poe fonctionne très bien, avec de très bonnes performances d'acteurs des deux côtés. Mais le problème c'est qu'une fois que l'atmosphère est bien posée, ce qui prend quand même la moitié du film, eh bien on a l'impression que l'intrigue va patiner et l'enquête devenir un peu n'importe quoi avec des ficelles scénaristiques assez grosses, si bien que tout ce qui a été construit avant s'effondre. On dit alors adieu à la cohérence pour un final qui ressemble plus à un flop qu'autre chose. Film trop linéaire et peu inspiré sur son final, mais attention, je pense que ça vaut quand même un petit coup d'œil. Ce qui va peut-être également valoir le coup d'œil, c'est la ressortie de Titanic. Comme il faut bien surfer sur la vague Avatar, James Cameron nous ressort donc son cultissime Titanic, et ce dans une version remasterisée et en 3D, s'il vous plaît, histoire que les petites salles ayant investi dans des lunettes pour Avatar puissent continuer à les exploiter. Le film sortira donc le 8 février dans nos salles, et sera une belle manière de fêter les 25 ans de cette œuvre. Ce qui donne moins envie par contre, c'est cette adaptation totalement sortie de nulle part du jeu vidéo Gran Turismo qui va sortir le 9 août au cinéma et qui nous offre des premières images dont tout le monde s'en fout. C'est Neil Blomkamp qui est à la réalisation, le réalisateur du fameux District 9, mais ayant vu son dernier film, à savoir l'horrible Démonique, j'ai pas du tout hâte de voir ce qu'il va faire en adoptant un jeu de simulation de course. On sent l'échec venir de loin, et je préfère encore attendre le prochain Fast and Furious. Surtout qu'en plus Vin Diesel nous tease l'arrivée prochaine d'une bande-annonce. Et en parlant de teasing, moi ce qui me tease le plus, c'est que Canal+ va adapter les films de la saga Pamela Rose en série. Il y aura 9 épisodes de 30 minutes, le tournage a déjà débuté, et bien entendu Cadmerade et Olivier Barou vont reprendre les rôles fabuleux des meilleurs agents du FBI au monde, à savoir Bullitt et Reaper. Un autre duo assez connu, c'est Rick et Morty de la série
série éponyme. Mais oups, le co-créateur et scénariste de la série, Justin Roiland, est dans la tourmente judiciaire, accusé non seulement de violence conjugale, mais aussi de séquestration et de tromperie. Cette affaire a débuté il y a 2 ans, en janvier 2020, Justin Roiland a plaidé non coupable en octobre 2020, et une autre audience est prévue pour le 27 avril. Coupable ou innocent, la justice tranchera. Dans tous les cas, la saison 5 de Rick et Morty est quant à elle déjà confirmée et Justin Roiland écarté du projet. Et une autre série dont les gens parlent en ce moment, c'est The Last of Us, adaptation du jeu vidéo du même nom, réalisé par Greg Bewer qui a déjà fait l'excellente série Tchernobyl et qui mettra en scène l'excellent et beau gosse Pedro Pascal ainsi que Bella Ramsey, 2 acteurs de Game of Thrones d'ailleurs. Alors oui, c'était pas les principaux, mais tout le monde se souvient de la mort de Pedro Pascal. Et même si Bella Ramsey n'apparaît que dans quelques épisodes, eh bien le personnage qu'elle interprète, Lyanna Mormont, est probablement l'un de mes préférés. Bref, qu'est-ce que vaut le pilote de The Last of Us c'est pas top quoi. Comme souvent, je ne comprends pas du tout l'engouement autour de cette série. Qu'est-ce qu'il était long ce premier épisode. Bon, alors bon, il débute sur une bonne séquence où sur un plateau télé, un spécialiste nous explique que les champignons représentent un danger au vu de leur capacité à parasiter leur hôte. On annonce directement le danger, c'est cool, mais bon, on a déjà vu cette scène dans un Romero, je crois que c'est dans Zombie, mais je ne suis plus sûr du tout. Bref, après on a un épisode qui est globalement fidèle au début du jeu vidéo, sauf que c'est moins immersif, sauf que parfois j'avais vraiment l'impression d'être dans un truc un peu fauché. La scène en voiture aurait pu être palpitante, mais là j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un Fils de l'homme en vachement moins bien. Bon, ça peut passer encore, parce que moi ce que j'attendais c'était la fameuse ellipse nous présentant le monde 20 ans après l'infection, et j'ai encore été déçu. Des décors trop pauvres, des enjeux qui s'exposent mais qui ne me paraissent pas trop palpitants. On sait que tout le jeu repose sur la frontière ténue entre le bien et le mal, et avec ce concept où chaque choix a des conséquences, il y avait de quoi créer des personnages bien torturés, mais là, je n'y crois pas un seul instant. Pedro Pascal fait ce qu'il peut, mais perso, j'accroche pas du tout. On finit quand même l'épisode sur un money shot nous montrant Boston ravagé. C'est joli, certes, mieux que tout ce qu'on a vu avant, mais désolé, ça ne va pas me donner envie de continuer plus en avant cette aventure. Bon, et quitte à parler de choses qui m'ont déplu, eh bien continuons avec Tar, ce film qui n'est sauvé que grâce à la performance de Cate Blanchett, qui du coup amasse les récompenses. Tar, c'est une sorte de biopic sur la vie de Lydia Tarr, une chef d'orchestre que l'on va suivre en train de préparer son prochain concert, qui sera la symphonie numéro 5 de Gustav Mahler. Et évidemment, ça va mal se passer, sinon, à quoi bon faire un film? Comme un vrai biopic, on se perd en digression, on se fait chier la moitié du temps, et on baille en écoutant des dialogues pseudo-intellectuels qui, mine de rien, rendent le film vachement austère. Et le plus drôle, c'est que ce n'est même pas un vrai biopic, vu que Lydia Tarr n'existe pas du tout. En soi, c'est drôle d'avoir joué sur cette carte en profitant probablement du peu de connaissances des gens dans le monde de la musique classique, et je ne juge pas, j'en fais moi-même partie, mais une fois qu'on a capté cet élément, ça rend le film encore plus ennuyeux et on se rend vite compte de l'aspect poseur de ce film. Mais le plus gros problème de Tar, c'est surtout la vision qui est faite de cette femme chef d'orchestre tyrannique. Et en cela, je vous cite les propos de Marine Alsop, elle-même chef d'orchestre. Elle dit dans le journal The Times que sur beaucoup d'aspects, Tar semblait s'inspirer de ma vie. Mais après l'avoir visionné, j'ai été offensé en tant que femme, en tant que chef d'orchestre, en tant que lesbienne. Avoir l'opportunité de représenter une femme dans ce rôle et en faire une agresseuse, j'ai trouvé cela navrant. Je pense que toutes les femmes et féministes devraient être dérangées par ce type de représentation. Il y a tellement d'hommes qui auraient pu inspirer ce film, mais ce dernier a choisi de mettre en scène une femme, en lui attribuant les caractéristiques de ces hommes. Cela semble anti-femme. Partir du principe que les femmes se comportent socialement de façon identique à ces hommes, ou bien deviennent folles et hystériques, cela a été déjà vu tellement de fois à l'écran. Fin de citation. Désolé, c'était
un peu long, mais je pense que tout est dit et que l'on ne peut pas faire meilleure critique de ce film. Mais bref, passons désormais à la rubrique nécrologique, parce que comme vous le savez, des gens meurent assez régulièrement, et en janvier, eh bien le comédien Al Brown nous a quittés des suites de la maladie d'Alzheimer. Il était surtout connu pour interpréter le commissaire Valchek dans la cultissime série The Wire. Ça, c'était un peu son heure de gloire, même si avant il avait quand même joué dans l'armée des 12 singes, mais sans être crédité, ou encore dans le film Dragon Rouge. Décès également de Gina Lollobrigida à l'âge de 95 ans. C'était une célèbre actrice italienne qui s'est faite connaître en France en jouant dans Fanfan la Tulipe de Christian Jacques, Les Belles de Nuit de René Clair, ou encore en incarnant Esmeralda dans le Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, avant de percer aux États-Unis où elle joue pour les plus grands réalisateurs aux côtés des plus grands acteurs, dans des films comme Salomon et la Reine de Saba, La Proie des Vautours, Roi, Dame, Valet, ou encore Les Rendez-vous de Septembre. Bref, une actrice voluptueuse qui a illuminé le cinéma de par sa beauté, mais pas que. Et finalement, mort de Earl Boen à l'âge de 81 ans. Alors bon, c'est pas un acteur que l'on a beaucoup vu, mais il a joué le docteur Peter Silberman, le psy dans la saga Terminator. Et comme j'aime bien Terminator, j'en parle. Et terminons cette vidéo avec une petite critique de Babylone, le film événement de Damien Chazelle, à qui l'on doit entre autres Whiplash et La La Land. Alors, c'est un réalisateur que je trouve personnellement vachement surcoté, mais qui néanmoins parvient à faire des choses correctes. Et là, il réunit Brad Pitt et Margot Robbie pour nous plonger en plein dans le Hollywood des années 20, ce qui s'annonce assez alléchant, surtout quand on sait que le réalisateur s'est inspiré du sulfureux ouvrage Hollywood Babylone de Kenneth Sanger, où il révèle la face cachée de nombreuses célébrités. En gros, la mort, le sexe et la drogue, pour faire simple. Et ce film est un sacré hommage, non seulement à cette période du cinéma où le muet fait place au sonore, mais plus largement à tout le cinéma lui-même. La fin du film est un véritable feu d'artifice qui nous prouve que Damien Chazelle est un sacré cinéphile, qu'il adore cet art et voit dans celui-ci beaucoup plus qu'une simple manière de gagner de la grosse tunasse. Et heureusement d'ailleurs, parce que le film court droit vers un bon gros flop aux États-Unis. Bon, faut dire que ça dure plus de 3 heures et que c'est vrai que la bande-annonce n'explique pas très bien ce que l'on va aller voir. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas évident d'expliquer ce qu'est ce film. On pourrait évoquer cette transition du muet vers le sonore, ou encore la romance entre Manuel et Nelly. On pourrait dire que ce film suit la carrière de Jack Conrad, traite de ses succès et de ses échecs. On pourrait dire que ce film n'est qu'une orgie débridée, témoin de son époque qui va progressivement se tourner vers un puritanisme typique américain. Bref, il y a de quoi dire tant Babylone est une œuvre foisonnante. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est évidemment ce cri d'amour pour le cinéma qui m'a vraiment transpercé le cœur. J'aime beaucoup le fait que l'on soit dans une sorte de chanton sous la pluie beaucoup plus sombre. J'aime beaucoup Margot Robbie, fidèle à elle-même, mais qui en plus dans ce film parvient à s'ériger en star du muet et à reproduire ce merveilleux et sublime gros plan typique du cinéma de Dreyer. J'aime beaucoup ce chaos lors des tournages muets et ce réalisateur allemand aussi fou que passionné et qui est d'ailleurs interprété par Spike Jonze, à qui l'on doit entre autres Heure. J'aime beaucoup la technique de Damien Chazelle, qui ne triche pas avec du numérique à tout va et fait virevolter sa caméra dans des plans larges surchargés de figurants. Le type, il aime non seulement le cinéma, mais il faut bien admettre qu'il sait aussi en faire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Bon, il y a quand même des choses que j'ai moins aimées, et globalement, ça peut se résumer à pipi, caca, serpent et autres scènes scabreuses, qui certes servent en s'appuyant sur des anecdotes réelles et connu du Hollywood des années 20 à nous montrer l'ambiance qui y régnait, mais que j'ai trouvé globalement un peu trop facile. Par contre, et pour finir, j'ai oublié de dire qu'il y avait Tobey Maguire dans une scène particulièrement anxiogène, et ça, j'ai plus qu'adoré. Bref, un film à voir absolument, et de préférence sur grand écran, parce que ça en jette pas mal quand même. Et puis ça me fait chier de l'admettre, mais je crois que j'aime bien le travail de Damien Chazelle, et qu'effectivement, il mérite peut-être toutes les éloges qu'il a reçus jusque-là. En tout cas, avec ce film, l'année 2023 du cinéma débute très bien, et j'espère que tout le reste sera du même acabit.
Bon, bah, je sais que ma requête est quasiment impossible, mais bon, on est en droit de rêver. Et voilà pour ce récap d'un mois de janvier qui est au final sauvé par le feu d'artifice Babylone. On se retrouve en février, mois où l'on pourra voir The Fabelmans de Steven Spielberg, le Astérix et Obélix de Guillaume Canet, Knock at the Cabin de Shyamalan, et il y aura même un Marvel avec le retour de Ant-Man. Allez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé de ce mois passé et ce que vous attendez pour le mois à venir. Abonnez-vous, likez la vidéo, et quant à moi, je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous fais des bisous.